Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buenos tardes et bienvenidos à une nouvelle session de Activate Webinar, toujours avec de nouveaux thèmes et avec des conférenciers à la hauteur. Aujourd'hui, nous abordons la chirurgie avec notre cher professeur Riyadi. Un thème intitulé le traitement chirurgical d'un pneumovagin chez la jument. Donc, professeur Riyadi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Donc, je tiens à remercier tous les gens, tous les étudiants et les confrères qui s'abonnent au club scientifique Activate. Donc, pour la première intervention, j'ai pas eu beaucoup plus de temps pour préparer certains, vu mes engagements hors université. Mais pour la première intervention, j'ai préféré de faire un thème qui est fréquent et qui passe inaperçu pour pas mal de gens qui traitent surtout l'espèce équidée. Donc, le thème s'intitule « Traitement chirurgical d'un pneumovagin chez une jument ». Alors, avant de commencer, je tiens à souligner qu'il s'agit de… Ce n'est pas une conférence classique, comme vous allez la voir. Donc, c'est une Donc, la présentation, j'ai fait la présentation sous forme de questions-réponses. C'est-à-dire, je me pose des questions, au cours de cette question, ou bien au cours de ces questions, il y a plusieurs hypothèses, et on va trancher hypothèse par hypothèse pour qu'on puisse confirmer le diagnostic selon le tableau clinique concernant le cas concerné. Alors, ce cas il nous a été présenté, ça fait 1 année, 2 ans de ça. Il s'agit d'une jument âgée de 6 ans. Elle nous a été ramenée en clinique équine pour un problème physique. Et il s'agit d'une jument de course, champ de course. Et elle est hyper performante. Alors, le propriétaire qui est en train de la conduire, il a remarqué que à chaque fois qu'elle a commencé, à un certain moment, elle a commencé à diminuer de ses performances sportives. C'est-à-dire, d'après l'anamnèse, elle se classe toujours la première, mais au bout d'un certain temps, qui date de 3, 4 jusqu'à 5 mois, donc elle recule et il a entendu certains bruits anormaux qui sortent à travers son appareil génital, en l'occurrence le vagin. Alors, lors du déplacement de la jument, ça c'est au cours de l'anamnèse, et surtout en champ de course, il a entendu des bruits de sortie d'air au niveau du vagin, ce qui représente une tare pour les performances sportives. C'est vrai, depuis qu'il y a eu apparition de ces symptômes, elle commence à reculer dans le classement. Alors, à l'examen clinique, la jument, elle présente un très bon état général. Son indice corporel, il était de 2,5 sur 5. C'est presque logique pour des juments de course. Elle est correctement vaccinée vermifugée. L'examen clinique général est dans les normes. Donc, elle ne présente aucune tare pathologique. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'à ce stade de consultation, quelle suspicion pouvions-nous faire? Voilà. Ça, c'est toujours à l'examen clinique général. Alors, la réponse, ce bruit d'entrée, classiquement, hein, et de sortie d'air au trot, c'est-à-dire à l'activité et à la course, est assez caractéristique d'un pneumovagin qui est assez fréquent pour les juments de course, c'est-à-dire pour les juments de haute performance. Mais il n'est pas toujours constant. Parfois, ce bruit n'est présent que lorsqu'elle est en chaleur, au moment où les tissus périneux sont œdémacés et relâchés. C'est vrai, il y a certains juments qui présentent ce bruit quand il y a ce qu'on appelle changement des performances ou bien ce qu'on appelle de l'aspect histologique de l'appareil génital, hein, en l'occurrence tout ce qui est col utérin, le corps utérin et les ovaires. Pour confirmer notre suspicion, alors, on a été obligé de réaliser un examen de l'appareil génital. C'est pour cette raison donc qu'on doit installer la jument dans le bas d'examen dans des box pour observer cette conformation vulvaire. Alors, s'il vous plaît, on est toujours dans l'inspection générale. Hein. On ne passe pas à l'examen profond. Alors, à l'inspection générale, ici, je vais vous montrer le cas normal, c'est-à-dire d'une jument qui ne présente aucune tare.
au niveau de la structure anatomique de son appareil génital, en l'occurrence la vulve. Voilà, ça c'est une vulve saine, à l'opposition des deux lèvres, permet une bonne étanchéité. Vous voyez que l'anus, c'est-à-dire la partie du rectum, elle est généralement alignée par rapport à la disposition vulvaire avec ce qu'on appelle une disposition plus ou moins verticale. Voilà, ça c'est la voie vulvaire. Par contre, ça c'est notre cas. Ça c'est le cas de la jument qui nous a été présentée. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'une vulve anormale, on a l'impression qu'elle présente des cicatrices, empêchant une bonne étanchéité. Ainsi que la disposition du rectum, elle est crânialement par rapport à la disposition vulvaire. Et au lieu que ça soit plus ou moins vertical, là on est en train de remarquer qu'elle est plus ou moins oblique. Et on va voir beaucoup plus de détails par la suite. Donc ça, c'est le cas qui nous a été présenté et ça, c'est le cas physiologique. Vous voyez que déjà, à l'inspection visuelle, il y a une nette différence entre la disposition du rectum par rapport aux vulves. Donc, il y a une nette différence. Ça, c'est la première approche. Deuxième question qu'on se pose, c'est que peut-on déduire en voyant cette maldisposition vulvaire par rapport au rectum? Alors, la question qu'on s'est posée, c'est que la vulve, elle est basculée crânialement, ce qui prédispose au pneumovagin. Oui, la vulve, elle est disposée crânialement par rapport à quoi? Par rapport au rectum. La vulve est très oblique, voilà, très oblique, alors qu'en principe, elle devait être verticale. Ici, elle est oblique. Elle est très oblique du fait des rapports intimes entre la musculature du vagin et celle du rectum. Toute cause entraînant le rectum en position crâniale fait incliner la vulve vers l'avant. Et je vais m'expliquer, voilà. C'est-à-dire, au fur et à mesure, quand le rectum est en disposition crâniale, qu'est-ce qu'il fait? Il fait avancer la vulve vers l'avant, en donnant la disposition oblique de la vulve, alors qu'en réalité, ou bien dans l'état normal, elle devait être verticale par rapport à la disposition rectale. Et ceci est dû à une musculature relâchée interne. Ça, c'est le cas. Donc, le fait que la disposition du rectum, elle est crâniale, elle fait pencher la voie vulvaire vers l'avant. Et quand elle est penchée vers l'avant, on va voir les conséquences qui en découlent. La première proposition, c'est ça. La vulve est basculée crânialement, ce qui prédispose au pneumovagin. Ça, c'est le cas confirmé, oui. On peut se poser d'autres questions. La vulve présente une condition normale. La preuve, ce n'est pas le cas pour notre sujet. Il faut continuer l'examen de l'appareil génital par une observation au spéculum. La réponse, non. La conformation de la vulve est anormale. Il faut réaliser un examen précis de la conformation externe de la vulve avant de passer à des investigations plus profondes. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite que dans ce cas, quand vous avez une disposition des voies vulvaires qui est oblique par rapport au rectum, alors qu'en principe, elle devait être plus ou moins verticale par rapport au rectum, et vous placez le spéculum avec une maladresse, il peut y avoir des conséquences qui sont à la défaveur du patient. Troisième supposition, pardon, il n'y a pas d'écoulement vulvaire. Il n'y a donc pas d'inflammation du vagin et du vestibule. Le problème se situe au niveau de l'utérus ou des parties tubulaires. Non, ce n'est pas le cas. Là, on a remarqué aucun signe inflammatoire et aucun écoulement qui peut découler d'un processus inflammatoire. Alors la réponse, tout simplement, elle est non, vu ce qu'on a vu comme symptôme. Donc une inflammation du vagin ne s'accompagne pas toujours d'un écoulement vulvaire, mais il faut vérifier à l'aide d'un spéculum l'aspect de la muqueuse vaginale. De même, il faut bien confirmer la présence de liquide, même en faible quantité, avant de tirer une telle conclusion. Donc ça veut dire que dans les trois suppositions, on se base beaucoup plus sur la première qui s'intitule que la vulve est basculée crânialement, ce qui prédispose à un pneumovagin. Et par rapport à l'aspect visuel, à l'inspection visuelle, donc notre suspicion, elle se penche beaucoup plus vers ça. On continue. Alors,
avant de prendre ce qu'on appelle une disposition ou bien un diagnostic concernant la conformation vulvaire, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un état différentiel entre la disposition vulvaire par rapport au rectum d'une manière physiologique et les différentes cas pathologiques qui peuvent se présenter. Alors, la première disposition, ça, la conformation de type 1, ça c'est la conformation physiologique, c'est-à-dire ce qu'on devait voir quand l'animal ne présente aucune tare, aucune pathologie. Alors ça c'est la position normale. Alors l'air, voyez la position normale, la vulve, la voie vulvaire par rapport au rectum, si on trace ici une ligne verticale. Donc, on voit que la disposition du rectum par rapport à la vulve, il s'aligne plus ou moins sur une ligne verticale droite. Donc, et cette disposition verticale, elle empêche la pénétration de l'air au niveau vulvaire et ce qui donne ce qu'on appelle des bruits anormaux en cas d'activité. Donc, l'air ne pénètre pas dans le vagin, ni dans le vestibule. Donc, ça, c'est ni dans le vestibule. Et la vulve est donc une véritable valve entre l'air atmosphérique et les organes génitaux profonds. Donc, elle présente quand il y a un aliment vertical entre le rectum et le vulve, on dit que il y a une bonne étanchéité. Donc, il n'y a pas passage d'air. La vulve doit être verticale en formant un angle inférieur à 10 degrés par rapport à la verticale. Voilà. Vous voyez, donc, si on trace une ligne verticale, on trouve qu'il y a un alignement entre la disposition plus ou moins rectale et vulvaire. La disposition type 2, et qui peut être une anomalie congénitale. Alors, la disposition 2, vous voyez que déjà, la voie vulvaire, les deux lèvres vulvaires, ils commencent à s'incliner vers l'avant. Alors, vulve haute, la commissure dorsale de 6 à 8 cm du plancher du bassin, voilà. La pénétration de l'air dans le vagin est quasi constante, particulièrement au moment de l'œstrus. Le cas, généralement, c'est quand vous avez un passage d'air avec une conformité, plutôt le passage d'air qui commence à être beaucoup plus audible et consistant, avec une certaine constance quand la femelle est en chaleur. Mais l'HNAIA, c'est-à-dire, comme vous voyez, que la disposition vulvaire, si on trace une ligne verticale, à partir de la base vulvaire jusqu'au haut, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un dépassement. Donc, il y a un enfoncement crânial du rectum par rapport à la disposition vulvaire. Donc, tout l'air qui pénètre au niveau, faire le vide, c'est un air qui peut pénétrer dans les voies génitales et il peut être, parce que chaque air qui pénètre dans les voies génitales, c'est-à-dire au niveau du vagin et par la suite, bien sûr, le col et les ovaires, il peut accompagner avec lui des particules microbiennes et qui peuvent être responsables à des pathologies telles que le urovagin, telles que l'épiomètre et ainsi de suite. Troisième disposition, vous voyez que déjà la disposition ou bien la conformation vulvaire, elle est quasiment oblique. Elle est oblique par rapport à la disposition du rectum. Le problème il est flagrant. Hein? Donc, tout le passage, tout le vide, si on trace une ligne verticale, donc tout cet espace, c'est un espace qui prédispose à la pénétration de l'air et comme je vous l'ai dit, qui peut être accompagnés par des particules bactériennes, ils peuvent cheminer dans la voie génitale, entraînant par la suite des pathologies qui sont assez néfastes pour l'animal. Donc, vulve très oblique vers le haut, accompagnée d'un anus très enfoncé crânialement. C'est logique. Et pour confirmer ça, toujours vous tracez à la base de la vulve une ligne verticale et vous voyez que déjà ça dépasse de loin les 10 degrés qui sont tolérables dans le cas physiologique par rapport à ça. Donc, si vous voyez dans le cas normal et ce cas, la différence, elle est flagrante, elle est nette. Du fait des rapports intimes entre la musculature du vagin et celle du rectum, toute cause entraînant le rectum en position crâniale fait incliner la vulve vers l'avant. La barrière vestibulaire est incompétente, ce qui entraîne une aspiration. Donc, la vulve, elle va aspirer l'air
une aspiration d'air avec des bactéries et autres contaminants à l'intérieur du vagin. Ce que vous devez savoir, c'est que quand l'air est aspiré par le vagin, mais plutôt par la voie vulvaire, donc automatiquement, il doit cheminer dans les voies génitales. Et cet air, ce n'est pas un air stérile. Donc, toujours, il est accompagné de particules bactériennes et autres. C'est pour cette raison, donc, il faut toujours contrôler le traitement. Plutôt, il faut avancer, il faut accélérer le traitement pour éviter les complications par la suite. Donc, si on se pose la question par rapport à notre image, voilà, par rapport à ça, dans les trois schémas, quel est le schéma qui s'oriente beaucoup plus vers la pathologie pour notre cas, pour la jument? Le premier, donc, c'est pas normal, ça c'est physiologique, et c'est pas le cas pour notre cas. Ceci, deuxième cas, c'est pas aussi net que ça parce que la vulve, le catana, elle est beaucoup plus inclinée. On verra ça, on va confirmer ça au cours de l'intervention. Donc, l'hypothèse notre hypothèse par rapport au cas présenté, donc elle est beaucoup plus orientée vers le troisième cas que vers le deuxième cas. Et on va confirmer par la suite. La troisième question qu'on se pose, une fois qu'on a vu que la disposition pathologique, elle s'oriente vers quel type d'inclinaison. Donc maintenant, on va se poser la question, la vulve est-elle le seul moyen de défense de l'appareil génital de la jument face aux contaminants du milieu externe? Là, on se pose cette question parce que on a confirmé l'inclinaison de la voie vulvaire. Donc, cette inclinaison, c'est elle qui favorise l'aspiration de l'air par la voie vulvaire. Donc, automatiquement, qui dit air aspiré, dit air accompagné de particules contaminantes. Alors là, physiologiquement, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'au niveau de l'appareil génital, il n'y a que la vulve qui représente la première barrière? Alors, la réponse, il existe en plus de la voie vulvaire, voilà, en plus de la barrière vulvaire, il existe d'autres barrières qui protègent la contamination de l'appareil génital. Entre autres, il y a le sphincter du vestibule et le col utérin. On verra ça sur le schéma, voilà. C'est le cas normal. Le cas normal, donc, voilà. Voilà ce que vous voyez. Vous avez la vulve. Ici, vous avez le vestibule. Et ici, vous avez le col utérin. Alors, quand il y a passage de l'air, la première barrière, c'est la vulve. S'il arrive à pénétrer dans la vulve, et s'il vous plaît, quand la vulve elle est dans cette disposition verticale, il y a une bonne étanchéité. C'est-à-dire, elle est vraiment, on peut dire qu'elle présente une barrière. Mais si elle est inclinée obliquement, à ce moment-là, c'est-à-dire la vulve en elle-même, elle n'y peut rien pour le passage d'air. Parce qu'une fois qu'elle est inclinée, on va oblique, tout l'air qui passe au niveau de cette zone, c'est un air qui est prédisposé à pénétrer dans la voie génitale. Donc, vous avez les trois barrières qui protègent en cas de passage d'air accompagné de germes. Vous avez la vulve. S'il dépasse la vulve, vous avez le vestibule. S'il dépasse le vestibule, s'il y a un relâchement vestibulaire, donc automatiquement, il passe au niveau du col utérin. Mais les barrières sont affectées par la contamination individuelle, mais aussi par le cycle sexuel. Parce qu'au cours du cycle sexuel, et ça c'est le cas, donc, vu la théorie de l'appareil génital, lors du cycle, quand vous avez le cycle sexuel, automatiquement, il y a ce qu'on appelle un changement de la physiologie de l'appareil génital. Donc, vous avez une hyperémie, modification circulatoire, et quand vous avez un flux sanguin qui est excessif, donc ce flux sanguin excessif qui va permettre un flux sanguin excessif au niveau de l'appareil génital féminin. C'est la vasodilatation. Donc, les vaisseaux, ils doivent se dilater pour qu'il y ait ce flux sanguin vu la disposition en oestrus, c'est-à-dire en chaleur. Et quand vous avez cette vasodilatation, automatiquement, la barrière vestibulaire, vous voyez qu'elle est une vasoconstriction, par contre, il y a une vasodilatation. Donc, elle est relâchée. Et quand elle est relâchée, donc automatiquement, si l'air, il a la capacité de pénétrer par la voie vulvaire, donc automatiquement, il peut pénétrer vers la voie, c'est-à-dire il peut accéder à la barrière vestibulaire. Parce que l'état physiologique
en oestrus de la jument, de la femelle, lui permettent d'accéder facilement cette barrière pour arriver au niveau du col utérin. C'est pour cette raison qu'au cours de la phase de chaleur, si vous avez une anomalie au niveau vulvaire, donc la prédisposition de passage de germes au niveau du col utérin, elle est multipliée par 2, sinon 3. Alors, vous avez une note à bene, c'est une remarque. L'incompétence d'une seule de ces 3 barrières est à l'origine de la pénétration de l'air dans le vagin. Voilà. C'est-à-dire c'est l'une de ces barrières. Et généralement, la première barrière qui prédispose le passage d'air, c'est celle de la barrière vulvaire. Parce que c'est logique, c'est elle qui représente la première barrière entre l'appareil génital et le milieu externe. Ça, c'est des rappels physiologiques pour qu'on puisse bien comprendre la pathologie, ainsi pour qu'on puisse plutôt prendre un diagnostic précis et savoir ce qu'on doit faire. La quatrième question qu'on va se poser. Quel examen complémentaire faut-il réaliser à ce stade de la démarche de diagnostic? Qu'est-ce qu'on doit faire? La première proposition, on réalise un examen du vagin au spéculum, suivi d'une échographie de l'utérus. Oui, on recherche en particulier la présence d'un exudant mousseux plutôt, dans le vagin, pas toujours facilement identifiable au spéculum, et une contamination fécale. Ces 2 signes cliniques sont pathognomoniques d'un pneumovagin. Attention à l'utilisation, et s'il vous plaît, il faut qu'on souligne un point, parce que vous avez une disposition oblique avec une fragilisation une fragilisation qui peut être causée par la pénétration de germes. L'utilisation du spéculum ne doit pas être introduite, c'est-à-dire attention à l'utilisation du spéculum, son introduction dans le vagin peut entraîner la pénétration d'air en quantité importante, sans que ceci ne soit pathologique. De l'air peut être également présent dans l'utérus, visible à l'échographe, ce qui fait suspecter un pneumovagin. Parce que, s'il vous plaît, à chaque fois, quand on parle d'un passage d'air de la voie vulvaire vers la voie vaginale, le plus grand problème, c'est les particules contaminantes qui peuvent accompagner cet air. Deuxième proposition. On réalise toujours une palpation transrectale ou transvaginale pour palper les organes génitaux. Non, ça, je ne suis pas toujours tout à fait d'accord, car cela est inutile dans certains cas de figure. Si lors de l'écartement des lèvres de la vulve, on entend un bruit d'aspiration, c'est le signe d'un pneumovagin. Car normalement, la barrière vestibulaire empêchant l'aspiration d'air, même quand les lèvres sont écartées. Ce n'est donc pas la peine de faire une palpation des organes génitaux. Par contre, si le bruit est absent, l'introduction de la main dans le vagin peut mettre en évidence un vagin gonflé comme un ballon. Distension qui peut dans certains cas être palpée par voie transrectale. Attention, le vagin peut se gonfler lors de l'ouverture des lèvres vulvaires, ce qui constitue un bulbe. Donc, là, je vais m'expliquer. Donc, quand vous faites pénétrer l'hernie par voie vaginale, déjà le fait par voie vulvaire et par la suite vaginale, le fait qu'il y a l'introduction de la main, elle peut accompagner déjà, parce que le vestibule, il est en vasoconstriction. Donc, on entend le passage de bruit. Parce que dans le cas physiologique, c'est quand vous avez la barrière vestibulaire qui est opérationnelle. Mais quand la barrière vestibulaire, elle est plus ou moins dilatée, donc automatiquement, l'air rochidir, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe la première barrière, il passe la deuxième barrière, donc il ne sera pas aussi audible. Parce que l'audition, elle est importante quand vous avez cette vasoconstriction. Parce que l'espace de l'air, il est limité. Mais quand vous avez un espace qui est étalé, donc automatiquement, l'air, plutôt la sonorisation, elle est censée de diminuer. La troisième proposition, on réalise une biopsie ou une culture utérine. Non, on n'est pas tout à fait, parce qu'on ne réalise pas cet examen en première intention, bien qu'une culture utérine positive, c'est une jument qui ne remplit pas ou peut-être le signe visible d'un pneumovagin. Les examens cytologiques et histologiques de l'endomètre peuvent montrer un nombre significatif de neutrophiles indiquant une endométrite. Ce n'est pas le cas ternaire parce que sur les symptômes cliniques, on n'a aucune suspicion d'une atteinte
profonde de l'appareil génital. La présence d'éosinophiles est rarement rencontrée lors de pneumovagin, mais recherchée car c'est un des seuls cas où on trouve des éosinophiles sur la biopsie. Bon, ça c'est une remarque à part, c'est-à-dire quand vous avez les pneumovagins et vous faites votre examen cytologique ou bien l'examen histocytologique, donc on peut trouver des éosinophiles. Mais quand vous avez une inflammation pure au niveau de l'endomètre, généralement, la présence des neutrophiles, c'est elle qui est alarmante. La cinquième question, le propriétaire vous demande la cause de cette pathologie. Alors, quelle réponse lui réservez-vous? La première hypothèse, vous pouvez lui dire que cette pathologie, elle est fréquente. Elle est liée à l'âge de la jument, mais n'a pas de lien avec un accident de dernier poulinage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'âge? Parce que là, on est en train de parler sur l'âge de l'animal et le poulinage. Parce que généralement, il y a certains pneumovagins, ou bien les pneumovagins, d'une manière générale, ils sont assez fréquents chez les juments âgés par rapport aux juments jeunes. La jument, elle est âgée de 6 ans. Donc 6 ans, ce n'est pas aussi âgé. De 10 ans en plus, elle commence à plus ou moins être plus ou moins âgée. Donc, ce n'est pas le cas parce que la jument, elle n'est pas âgée. Et ce n'est pas le deuxième cas. Parce qu'il y a certains pneumovagins qui peuvent sévir au cours des conséquences de complications du dernier poulinage. C'est-à-dire, par exemple, le poulinage ou bien la mise-bas précédente, il y a eu des manœuvres pour l'extériorisation du nouveau-né, des manœuvres qui sont plus ou moins brutales par l'opérateur ou bien par le propriétaire, et qui va donner des conséquences de rupture qui va endommager la musculature entre le vulve et le rectum. Et elle va être responsable d'un pneumovagin. Donc, le problème, l'hypothèse, elle est à égarer. Pourquoi? Parce que notre jument, elle n'est ni âgée et elle n'a pas présenté de complications au cours de son dernier poulinage. Les pneumovagins sont fréquents après tout accident au moment du pas, lacération, distension ou rupture de la vulve ou du vestibule du vagin. C'est quand vous faites des manœuvres physiques par l'opérateur, ce n'est pas par l'animal, quand vous faites des manœuvres brutales au cours de la mise-bas. Dans ces cas, un pneumovagin est présent même si la conformation vulvaire est normale. C'est logique. Parce que même si la disposition vulvaire elle est verticale par rapport au rectum, mais la musculature interne, elle est dilacérée. Ce qui, quand elle est dilacérée, donc ça provoque le relâchement de la musculature vulvaire et elle va empêcher son étanchéité et sa disposition verticale de 10% par rapport au rectum. Deuxième hypothèse, cette pathologie est fréquente et elle est liée à l'âge de la jument et peut avoir un lien avec un accident au dernier poulinage. Et avec l'âge, on observe un enfoncement de l'anus et une orientation horizontale de la vulve. De plus, des pneumovagins sont souvent suite à une fistule recto-vaginale. Les muscles circulatoires qui forment les sphincters de l'anus, de la vulve et du vestibule sont imbriqués les uns aux autres. Leur intersection formant le corps pyrénéen. Lorsque ces fibres musculaires sont dilacérées lors d'un accident pendant le pas, la réunion spontanée des sphincters ne se fait pas, entraînant une diminution des voies, une diminution, voire une perte de leur fonctionnement. Donc, le cas, c'est-à-dire cette pathologie est fréquente vers l'âge de la jument et l'accident qui est lié au dernier poulinage. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même ce oui, je suis plus ou moins sceptique. Donc, je m'oriente beaucoup plus vers le non. Le non pour la simple raison, c'est la même chose que la question précédente. La jument n'est ni âgée et elle n'a pas présenté des difficultés au dernier poulinage. C'est la même chose pour cette proposition. La troisième proposition, cette pathologie est rare, elle ne s'observe que chez certaines races. Non, non et oui. Bon, elle est rare. Je suis plus ou moins d'accord. Cette pathologie, elle est fréquente chez les juments âgés. Mais elle est, quand je dis je suis plus ou moins d'accord, elle est
rare quand vous avez des jumeaux comme la jument qui nous a été présentée, c'est-à-dire de 6 ans, qui n'est pas aussi âgée. Elle est fréquente, oui, elle est fréquente chez les jumeaux âgés, et il existe cependant des races qui sont prédisposées, lesquelles cette pathologie apparaît plus tôt, qui sont prédisposées à présenter cette pathologie à un âge beaucoup plus jeune, tels que les pur sang, qui sont les plus communément touchés, ainsi que toutes les jumeaux ayant un caractère près du sang. Alors que les Shears et les poneys, les Shears, vous savez, c'est quoi? C'est les juments irlandaises, plutôt anglaises. Il y a une chevelure, des poils abondants au niveau du pâturon, au niveau de leurs pieds. Donc, les Shears. Et les poneys ne présentent presque jamais cette anomalie. Par contre, donc, je me récapitule. Cette pathologie, elle est fréquente chez les juments âgés. Ça, je suis d'accord. Mais la jument ternelle, elle n'est pas âgée, mais quand même, elle présente ce pneumo, elle présente tel doc jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au niveau où on est arrivé. Donc, on dit, on suspecte un pneumovagin pour notre cas qui est âgé de 6 ans, pour la simple raison que la littérature, elle nous confirme que ces pathologies, elles peuvent sévir, c'est-à-dire on peut les fréquenter, il peut être fréquenté chez des juments d'un âge plus ou moins jeune quand ils sont des espèces, plutôt quand ils sont des animaux de pur sang. Et c'est le cas de notre jument. Autre cause moins fréquente du pneumovagin. Un pneumovagin peut être lié à des rapports anatomiques inadéquats entre l'ischio et l'appareil génital. Voilà, là on va s'expliquer. C'est le cas normal. Vous avez le vestibule, toujours la deuxième barrière, vulve et le col utérin. L'ischio bas par rapport à la vulve, vestibule inefficace mais vulve compétente. Col non atteint par les micro-organismes environnants. Donc même malgré que quand la vulve elle est prédisposée à faire pénétrer de l'air, donc la barrière vestibulaire, elle a un très grand rôle pour empêcher la pénétration de toutes particules contaminantes au niveau du col, empêchant ainsi les endométrites et surtout les pyomètres. Deuxième situation, même situation, mais la vulve elle est incompétente. La vulve elle est incompétente, puis l'hémorragie colle directement atteint par les micro-organismes. Deuxième cas, vous savez ça, ce qui est en flèche, en vert, ça c'est les particules contaminantes. Quand vous avez la barrière vestibulaire qui est dilatée, qui est touchée, donc automatiquement la première conséquence, c'est l'atteinte du col. Troisième cas, quand vous avez la vulve qui est inclinée, et qu'est-ce que je sous-entends par la vulve qui est inclinée? C'est-à-dire, au fur et à mesure que la vulve est inclinée, l'air il est prédisposé à pénétrer en abondance au niveau de la voie vaginale. Et si la barrière vestibulaire elle est dilatée, donc automatiquement, les particules contaminantes accompagnant l'air, ils touchent systématiquement le col utérin. Notion importante, donc ça c'est des petits rappels. On parle de pneumovagin iatrogène lorsqu'on introduit de l'air lors d'examen de l'appareil reproducteur. Il faut donc faire très attention dans l'utilisation du spéculant. On peut avoir une augmentation de taille du clitoris qui peut provoquer l'entrée d'air dans le vagin. Chez certains juments, on peut observer un changement de forme de taille de clitoris pendant les chaleurs, et c'est tout à fait physiologique. Celui-ci devient alors œdématié et versant. Et les thérapies aux stéroïdes anaboliques peuvent également conduire à un élargissement et une protrusion du clitoris, ce qui favorise la pénétration de l'air. Ça, c'est des cas, oui, pour qu'on puisse, mais ça, c'est des cas qui sont temporaires, qui ne sont pas permanents. Ils sont temporaires par rapport à quoi? Par rapport à la disposition, c'est-à-dire soit au traitement, soit à la taille du clitoris, mais pas par rapport à la conformité anatomique vulvaire. La question numéro 6. Type de jument à risque concernant le pneumovagin. Quels sont, c'est-à-dire les juments qui sont prédisposés à présenter les pneumovagins? Les juments en chaleur. Et on l'a expliqué. Alors, les juments en chaleur, je vais revenir, pardon. Voilà. Voilà. Parce que les juments en chaleur, le fait qu'il y ait de flux sanguin excessif pour irriguer
l'appareil génital femelle, suite femelle quand elle est en chaleur, l'appareil génital, elle est en hyperactivité. Cette hyperactivité a besoin de quoi? Elle a besoin d'un flux sanguin pour, c'est-à-dire c'est un métabolisme supraphysiologique. Donc il faut un flux sanguin. Ce flux sanguin, ce débit sanguin, pour qu'il puisse se diverser en amas au niveau de l'appareil génital, il faut une vasodilatation. Il faut que le vaisseau soit dilaté. Donc cette vasodilatation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire l'espace au niveau de la barrière vestibulaire. C'est pour cette raison qu'il y a une prédisposition, il y a un œdème, plutôt une tuméfaction au niveau vulvaire, qu'on le voit, c'est une modification physiologique, qui prédispose pénétration de l'air. Il y a une vasodilatation au niveau vestibulaire, ce qui élargit la barrière vestibulaire en lui permettant de faire passer de l'air jusqu'au col utérin. Les jumeaux âgés, on l'a déjà cité, les jeunes pouliches à l'entraînement, les primipares ayant mis bas et ont une déchirure vulvaire. C'est-à-dire, on a déjà parlé sur cette cause. On avait dit que les jumeaux qui présentent une déchirure au niveau de la musculature vulvaire au cours du pas précédent, ils sont prédisposés, malgré que la vulve est en disposition physiologique, mais vu que la musculature vulvaire vers l'intérieur avec celle de la musculature du rectum, il y a une maldisposition, donc elle prédispose la pénétration de l'air. Et les poulinières infertiles. Septième question, après avoir posé ce diagnostic, quelle est votre démarche clinique? Alors, le diagnostic qu'on a posé, c'est qu'il s'agit d'un pneumovagin. Alors, la démarche, on a plusieurs démarches. On a la démarche 1. Donc, vous réalisez une bactériologie, une biopsie utérine pour mettre en place le traitement de l'endométrite avant la chirurgie du pneumovagin, dans le cas où vous avez une endométrite. Et on n'a pas eu aucun signe d'endométrite pour notre cas. Alors, on a la réponse. Pour que le traitement des infections génitales soit couronné de succès, il faut que tout d'abord les problèmes sous-jacents qui contribuent à des réinfections soient supprimés. Il convient donc de réaliser la chirurgie avant même de traiter l'endométrite. On va s'expliquer par la suite. Deuxième démarche, vous mettez en place un traitement à l'aveugle de l'endométrite avant de réaliser la chirurgie. La mise en place d'un traitement, c'est la même réponse. La mise en place d'un traitement des infections génitales devrait toujours être précédée d'un diagnostic précis. Établir une série d'examens complémentaires tels que la biopsie, la cytologie et la bactériologie utérine. Généralement, maintenant, on n'a aucun signe d'inflammation, on n'a aucun écoulement, on n'a aucun signe de pathologie, c'est-à-dire de l'endomètre, ou bien au niveau utérin, on a constaté qu'il y a une inclinaison oblique de vulvaire qui a prédisposé à une position crâniale du rectum, ce qui prédispose le passage d'air. Voilà. Sauf ça, troisième démarche, vous réalisez la chirurgie d'un pneumovagin avant de faire le traitement de l'endométrite. L'endométrite, s'il vous plaît, ça dit si on parle, on parle toujours, quand on parle de pneumovagin, on parle de l'endométrite, parce que la première conséquence d'un pneumovagin, quand il devient pathologique, c'est une endométrite. Parce que le passage d'air, et je vous ai dit pour la troisième fois, le passage d'air, il véhicule avec lui ce qu'on appelle les particules contaminantes. Et ces particules contaminantes, il peut y avoir des bactéries qui peuvent endommager l'endomètre. Donc, pour cela, le cas, on n'a aucun signe d'une endométrite, ni physique, ni locale. C'est-à-dire l'inspection de l'appareil génital, aucun signe d'écoulement, aucune tuméfaction, aucun signe inflammatoire. Et d'une manière générale, c'est-à-dire il y a l'examen du trias, tout ce qui est pouls, révolution cardiaque et température, tout était normal. Donc, l'HNAIA, juste, c'est que pour le traitement des infections génitales soit connu de succès, il faut que tous les problèmes sous-jacents qui contribuent à des réinfections soient supprimés. Ça veut dire, dans le cas d'une endométrite, ce n'est pas le cas, c'est pas le cas TNA, même si on a le cas de l'endométrite, on réalise la chirurgie
pour le pneumovagin, pour qu'on puisse supprimer la cause du véhicule, de la contamination de l'endomètre. Dans certains cas, la contamination de l'appareil génital peut être due à de mauvaises conditions de gestion de reproduction. Bon, ça va dans le même sens, parce que si on ne respecte pas les signes, la gestion, si on, une saillie qui n'est pas bien contrôlée, une insémination qui n'est pas aseptique, les mesures d'hygiène, donc tout ça, ils ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que quand vous ne respectez pas les conditions citées, automatiquement, il peut y avoir passage des particules contaminantes de l'appareil génital. De la conséquence, c'est l'endométrite, voire purmètre. Alors, la 8e question, quelle chirurgie pensez-vous la plus adaptée pour notre cas? Si on se pose cette question, ça veut dire qu'on a plus d'un choix, on a plus d'une technique. S'il vous plaît, il faut que vous ayez à la BH. Donc, j'ai voulu choisir ce thème parce que il passe inaperçu et la plupart, je ne sais pas possible que la plupart des praticiens, de nos confrères praticiens, ils passent inaperçus parce que généralement, on a plusieurs techniques. La première technique, c'est la technique classique. Et c'est la technique qu'on a réalisée, c'est ce qu'on appelle la technique de Kaslik. Où là, on l'appelle généralement, et elle est appelée classiquement la vulvoplastie. La vulvoplastie, c'est le mot courant d'une thérapie chirurgicale d'un pneumovagin. On peut l'appeler même la vulvorapie. L'opération de Kaslik, c'est une opération très simple qui permet de réduire l'ouverture vulvaire en suturant les lèvres vulvaires et en abaissant leur commissure supérieure. Cette opération est probablement la procédure la plus importante dans le traitement de pneumovagin et de l'infertilité due à une infection de l'appareil reproducteur. Elle est suffisante pour traiter la majorité des juments juvéniles qui pompent, qui sont de race pure, et des endométrioses de conformation mineure. Donc, là, je vous ai lu le constat, et je vais vous l'expliquer chirurgicalement. Qu'est-ce que ça veut dire réduire l'ouverture vulvaire en suturant les lèvres au vulvaire? La pathologie تاعنا voilà, la pathologie تاعنا, donc on est tous d'accord que la disposition anatomique de la vulve, elle est oblique par rapport à celle de l'anus qui est crâniale. Ça veut dire que, on a expliqué schématiquement, on avait dit que si on trace une ligne verticale de la base de la vulve vers le haut, donc automatiquement, on a une tolérance de 10 degrés. Voilà, de 10 degrés par rapport à la disposition rectale. Mais au fur et à mesure que ce degré, il augmente et la disposition vulvaire, elle est oblique, il y a une prédisposition de passage d'air, ce qui contribue à des pneumovagins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit dilacérer le bord externe du bord interne vulvaire et on doit resuturer les deux bords, c'est-à-dire le bord interne wahdo et le bord externe avec le bord interne. L'objectif de cette suture vulvaire, c'est quoi? C'est que quand on dilacère et on resuture les bords externes et les bords internes vulvaires, on réduit cette inclinaison oblique en plus ou moins une inclinaison verticale. C'est-à-dire, l'opération, elle consiste à réduire l'inclinaison vulvaire vers une disposition plus ou moins verticale par rapport au rectum. Et de cette manière, donc, on empêche la pénétration en masse de l'air. Parce que là, vous avez une pénétration qui est assez importante. On va s'expliquer beaucoup plus la chirurgie en elle-même. Vous avez la deuxième technique. La deuxième technique, maintenant, on est pour la première technique. Ça, c'est la technique de vulvoplastie. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'épisio-plastie. Cette technique chirurgicale appelée aussi reconstitution du corps du périnée ou technique de GAD. Elle est utilisée lorsque la méthode classique a échoué, c'est-à-dire lorsqu'un pneumovagin utérin
ou une endométrite sont encore présents à la réalisation de l'opération de Kaslik. Ça veut dire que c'est-à-dire, on a fait la première intervention et certains temps, le post-opératoire, après le rétablissement de l'animal, on a constaté qu'il y a toujours la présence de l'air, la pénétration de l'air avec ce bruit qui présente une part pour la jument. Donc, on passe à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est la méthode classique, la reconstitution du périnée. Là, on aura le temps, on n'a pas eu le cas, mais l'explication elle est beaucoup plus visuelle que théorique. Cette technique, elle permet de restaurer l'intégrité du sphincter du vestibule. Alors, s'il vous plaît, quand on parle sphincter du vestibule, est-ce qu'on agit superficiellement? Parce que la disposition, donc on va le voir. Voilà. Quand on parle d'une vulvoplastie, ça veut dire qu'on agit en superficie. Quand on parle du vestibule, donc automatiquement, l'ouverture, elle doit être beaucoup plus profonde. Ici, elle est beaucoup plus profonde. Ça veut dire que la prédisposition de la contamination des voies internes, elle est beaucoup plus accélérée. Et elle demande ce qu'on appelle un protocole de sédation qui est beaucoup plus avancé. Donc, c'est une intervention qui est plus compliquée par rapport à celle de Kaslik, c'est-à-dire la vulvoplastie. Et la technique de l'épisioplasie, elle est indiquée lors d'un pneumovagin chronique. Elle est indiquée lors d'un pneumovagin chronique. Et quand on parle d'un pneumovagin chronique, s'il vous plaît, il faut toujours sous-entendre par la suite qu'il y a un piomètre. La troisième technique, c'est la technique de poulet. La technique de poulet, cette technique est utilisée chez la jument âgée, l'anus étant tellement étiré en avant par la masse abdominale et que la vulve elle est quasi horizontale, donc la plus grande partie des lèvres vulvaires se trouvant sous le niveau du plancher du bassin. Cela peut corriger l'intervention. Cela se corrige par l'intervention de poulet du corps du périnée qui consiste à rendre indépendant la vulve de l'anus. L'intervention terna, elle est beaucoup plus haute et la technique, elle est plus ou moins différente et assez différente par rapport à celle du pneumovagin. Cette opération, elle permet donc de traiter à la fois un pneumovagin et un urovagin. Alors, la différence pneumovagin-urovagin, c'est quoi? Pneumovagin, c'est la pénétration de l'air. Urovagin, c'est la stagnation de l'urine au niveau du vagin. Et un pneumovagin, au fur et à mesure, quand il passe vers la chronicité, avant qu'il nous donne un piomètre, il doit passer par un urovagin. Vous aurez un pneumovagin aigu. S'il se complique, il se complique par un urovagin. S'il passe dans la chronicité, d'un urovagin, on passe vers un piomètre. Préparation de la jument lors de techniques chirurgicales de l'appareil. Il s'agit de la jument terna. Donc, la première des choses, s'il vous plaît, ça c'est classique. Si je vais vous lire ça, en principe, c'est des choses qui sont, c'est des bedihiyat, c'est des actions. Donc, on doit les respecter au fur et à mesure. Donc, la contention, elle est obligatoire. On place la jument dans un travail. Ça, c'est le travail au sein de notre institution. On peut utiliser un tornet et des entraves pour les sujets les plus difficiles. Non, on a utilisé un tornet, mais on n'a pas utilisé des entraves parce que la jument, elle présentait une sédation. Je vois par la suite. Il convient pour les techniques chirurgicales un peu compliquées, l'épisioplastie. C'est-à-dire l'épisioplastie, c'est quand on agit au niveau du vestibule. Et la technique de poulet, de vider le rectum et d'y placer un tampon à l'aise parce qu'on agit en profondeur. Donc, laisse vider totalement le rectum pour éviter toute éventualité de pénétration de germes. Le bandage, et ça s'il vous plaît, j'insiste, le bandage de la queue, elle est hyper importante. Parce que la queue, elle est dotée de poils. Les poils sont des porteurs de germes transitoires, c'est-à-dire qui viennent et qui repartent. Et ces germes,
la quasi-totalité ou bien la plupart de ces germes, ils sont des germes aéro-anaérobies, tels que les staphylocoques et les streptocoques. Et ce sont ces germes qui représentent l'ennemi numéro un pour la contamination des plaies. Et ça pour toute espèce, y compris l'homme. Le nettoyage, là, on a nettoyé le nettoyage chirurgical de la zone concernée du périnée, des lèvres et de l'uve, l'entrée du vestibule, on réalise par du savon non irritant avec une solution d'antiseptiques telles que la bétadine dosée à 1%, s'il vous plaît, à 1%, hein, parce que beaucoup plus, elle peut être irritante. Et j'insiste qu'elle est irritante parce qu'elle peut toucher la muqueuse vulvaire. Et quand la bétadine elle est de forte concentration, cette irritation, elle va toujours irriter l'animal ou il bouge. C'est-à-dire il bouge constamment au cours de l'intervention. C'est-à-dire il ne laisse pas l'opérateur travailler dans des conditions zen. Il faut absolument éviter tous les détergents qui peuvent irriter la zone opératoire. On rince, puis on sèche, voilà. Ça, c'est surtout, hein, j'insiste sur le bandage. Parce que le bandage, soit il est retenu par ou là, on l'a suspendu les piliers du travail. Alors, le protocole anesthésique. On a choisi la vulvoplastie. Donc, la vulvoplastie, qu'est-ce qu'il faut faire comme anesthésie? Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser pour réaliser l'opération de Kaslik ou bien tout simplement la vulvoplastie? Alors, vous réalisez une anesthésie générale. S'il vous plaît, quand on parle d'anesthésie générale, on sous-entend directement que l'animal va se coucher. Cette opération simple ne nécessite pas d'anesthésie générale et en aucun cas, il ne faut que l'animal soit couché. La chirurgie se réalise beaucoup plus confortablement sur une jument debout. Et c'est logique. C'est très logique parce que on a besoin d'une position physiologique pour que quand on procède à la dilacération et aux sutures, c'est-à-dire on peut visualiser, on diminue la vulve qui est rectiligne, c'est-à-dire qu'elle commence à devenir verticale. Mais quand l'animal est en position couchée, la compression avec le sol, elle va dénaturer ce qu'on appelle la disposition physiologique de l'animal. En aucun cas, on a besoin de l'animal. L'animal, il faut qu'il soit en position debout. Deuxième proposition, vous réalisez une sédation générale de la jument. La sédation générale, bon, vous savez que vous avez une sédation superficielle, vous avez une sédation moyenne et vous avez une sédation profonde. Donc, la sédation générale de la jument est très rarement utile. Dans de cas rares pour les juments de course, on peut réaliser une tranquillisation à l'aide de la romidifine, tout simplement. Ou là, vous réalisez une anesthésie épidurale. L'anesthésie épidurale est réalisée pour les deux autres techniques, c'est-à-dire celle de Gad et de Pourlet. Elle est inutile pour la technique de Kaslis. Je préfère, même dans les autres cas, je préfère une sédation profonde que d'utiliser une sédation moyenne, c'est-à-dire quand je dis sédation, une tranquillisation moyenne avec une épidurale. Parce que l'épidurale, généralement quand on a besoin de l'animal en position debout. L'épidurale, on est limité par le temps, c'est-à-dire qu'il faut faire vite, parce que quand il va y avoir une action de cette insensibilité de membre pelvien, elle peut, surtout quand l'animal est d'un poids considérable. Il se pourrait qu'en plein milieu de l'intervention, l'animal au chédir, il s'affaisse, il tombe. Parce qu'ils sont plus épiés. C'est pour cette raison que j'évite au grand maximum par rapport aux moyens qui nous est proposés ou bien les moyens disponibles. Donc, on évite l'épidurale, on préfère travailler dans une sédation moyenne avec une tranquillisation locale qui est bien effectuée. Ou là, quatrièmement, vous réalisez une anesthésie locale des lèvres vulvaires. Et c'est ce qu'on a fait tout simplement. On effectue des infiltrations transantes de 20 ml de xylocaïne dans l'épaisseur des lèvres vulvaires le long de la ligne de la jonction entre la muqueuse interne et externe. On commence son injection à la hauteur du plancher du bassin de façon à ce que les lèvres vulvaires soient turgescentes. C'est-à-dire on injecte l'anesthésie, la xylocaïne, en profondeur vers
le bord externe et le bord interne vulvaire. Et quand vous injectez, déjà, premièrement, on réalise une anesthésie par infiltration où on n'aura pas de sensation au cours de la dissection. Mais deuxièmement, le fait que vous injectez le produit il va tuméfier les deux lèvres vulvaires, et cette tuméfaction, elle va nous donner le sillon de séparation, c'est-à-dire va nous dire le sillon qui sépare le bord externe du bord interne. C'est-à-dire elle nous indique exactement le lieu où on doit inciser pour dilacérer, pour séparer le bord interne du vulvaire et le bord externe. راح تشوفوها bien précisément. Voilà. Anesthésie vulvaire, donc au cours هنا la vulve. Donc on injecte tout autour de la voie vulvaire, c'est-à-dire on enfonce l'aiguille jusqu'au bord interne, du bord externe jusqu'au bord interne vulvaire, et au fur et à mesure, quand on injecte, on retire. Quand vous avez tout le pourtour des lèvres vulvaires, ils sont tuméfiés. La turgescence, c'est-à-dire ils sont kbar. À ce moment-là, donc, on est sûr le produit anesthésique, il est sur place, donc l'analgésie, elle est vérifiée, mais beaucoup plus, Tanik, elle nous donne ce qu'on appelle le lieu exact où on doit inciser, la commissure qui sépare les bords externes des bords internes vulvaires. Et on va voir ça en vidéo. Voilà, on est voilà, là on est en train de voilà ce que je suis en train de faire au niveau des lèvres vulvaires. Et s'il vous plaît, donc je vais un petit moment. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez que avant de, c'est-à-dire avant de commencer l'incision, voilà. Et ce qu'on doit faire, voilà, exactement. J'avais besoin de cette image. Et là, on doit mesurer la longueur entre le plancher postérieur et antérieur, entre le plafond et le plancher de bas. Donc, on doit mesurer cette distance. L'incision تاعنا pour séparer les deux bords, le bord interne, plutôt le bord externe et le bord interne vulvaire, il doit toucher les 2/3 de la distance calculée. Ça veut dire que cette distance, on doit la diviser en 3. 1, 2 et 3. Les injections, on doit les réaliser au niveau des 2/3 postérieurs. Les 2/3 postérieurs, ils doivent être soumis sous anesthésie. Le 1/3 antérieur, on doit le laisser intact. Allez, parce que c'est simple. Le conduit, c'est lui qui va permettre l'évacuation urinaire. Donc, automatiquement, on doit mesurer cette distance et on doit le diviser en 3. On réalise l'anesthésie locale au niveau des 2/3 postérieurs, au niveau du bord externe vers le bord interne, en laissant intact le bord inférieur pour permettre l'évacuation urinaire. Là, l'ouverture vulvaire, on va la mesurer, on va la diviser en 3. Donc, on va fermer les 2/3, un tiers de nez. Ça veut dire que l'anesthésie, nous allons l'anesthésie par infiltration.
Vous voyez, donc au niveau du bord, hein, juste à la limite du bord, vous voyez cette tuméfaction? Professeur. C'est cette turgescence qu'on la recherche. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre la lèvre donc, au fur et à mesure, on injecte et on retire l'aiguille jusqu'à obtenir cette tuméfaction. Voilà. Donc, ce qui est recherché, c'est que cette tuméfaction, et vous voyez clairement qu'on a une séparation entre ça, tout ce qui est en rose, ça c'est le bord interne vulvaire, et tout ce qui est en noir, ça c'est le bord externe vulvaire. Donc, l'incision, c'est cette tuméfaction qui nous donne le lieu précis de l'incision. Donc, on doit inciser au niveau de cette séparation. Professeur, et combien on injecte dans chaque point? Pardon? Combien on injecte dans chaque point d'infiltration? Euh, Généralement, juste parce qu'il y a une tuméfaction, il n'y a pas une dose précise quand, s'il vous plaît, quand on parle de l'anesthésie locale, il y a une estimation. Les doses calculées, c'est dans l'anesthésie générale. Par contre, quand vous faites une anesthésie locale, la dose, on a une dose minimale et on a une dose maximale. On n'a pas une dose précise. Donc, la quantité, j'ai fait 10 cc. 10 cc de xylocaïne. Mais l'objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est d'atteindre les deux lèvres qui sont anesthésiques et qui sont tuméfiées. Est-ce que vous voyez la tuméfaction? Est-ce qu'on met nous là? Donc, c'est sur cette tuméfaction, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est, je vais m'arrêter, voilà. Attention, hop, voilà. Le premier objectif, c'est quoi? C'est cette tuméfaction, elle indique que les deux lèvres vulvaires, ils sont bien anesthésiques, c'est-à-dire que le produit anesthésique, il est bien emmagasiné à ce niveau-là, c'est-à-dire au cours de l'incision, il ne va pas y avoir de sensation. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est que cette tuméfaction ou bien cette turgescence, je vous ai dit ça en théorie, elle va nous séparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une séparation distincte entre donc, tout ce qui est en rose, ça c'est le bord interne vulvaire. Et tout ce qui est en noir, ça c'est le bord externe. Alors, l'incision, c'est quoi? S'il vous plaît, est-ce que vous voyez que la vulve, elle est oblique ou elle n'est pas oblique? Oui, Elle est bien sûr. oblique par rapport au rectangle. Oui ou non? Oui. Donc, l'objectif, c'est que cette inclinaison, on va la corriger de manière à ce que ça soit vertical. C'est-à-dire pour ce qu'on appelle rétablir l'étanchéité vulvaire. Et quand vous avez cette turgescence, elle nous indique précisément que le lieu d'incision, il va être ça. C'est la ligne qui sépare le bord interne du bord externe vulvaire. Alors, l'anesthésie, c'est mieux maîtrisé et c'est bien prisé. L'anesthésie, plutôt, si vous n'avez pas cette turgescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injection, vous l'avez faite en profondeur, mais pas en superficie. Ça y est, c'est bon? Parce que quand elle est en superficie, il y a cette turgescence, elle est emmagasinée, fait de la poche. Mais si vous n'avez pas de la poche, ça veut dire que l'anesthésie, elle est en profondeur. On n'a pas besoin de profondeur, on a besoin de rétablir l'intégrité vulvaire entre les bords internes
et plutôt le bord externe et le bord interne. Je continue? Oui, professeur. Est-ce qu'on continue? Oui, professeur. Voilà, هنايا, le piquement هذا, donc je suis obligé de le faire باش نشوف est-ce que la sensation, est-ce que l'animal ne sent pas la douleur ou pas. C'est pour confirmer. Voilà. Alors maintenant je commence. Voilà. Donc je suis en train de suivre cette ligne. Vous voyez que, est-ce que vous voyez clairement où je commence l'incision? C'est entre la ligne noire et la ligne rose. Là, c'est simple. Là, l'objectif, c'est de séparer le bord externe du bord interne et on va dire une ligne d'incision par le bistouri. Ensuite, on va dilacérer par un ciseau à section arrondie, c'est-à-dire n'est pas pointu, pour ne pas irriter les plans profonds. Est-ce que je dois terminer la vidéo complètement ou là, non, on passe à autre chose? Quand vous voulez, professeur. Pardon? Quand vous voulez. Non, c'est quand vous voulez une touma, vous voulez voir Bien sûr, professeur. ماذا بينا la نكملوا technique نشوفوها. complète. Oui. Oui, ماذا بينا نشوفوها. خلاص شوفوها, j'ai pas de problème. Bon, on s'excuse le portable parce que vous voyez que les étudiants ils sont toujours curieux de voir tout. Donc, tout simplement, donc, je me explique. On est en train de séparer par des incisions. Le ciseau, donc, c'est un ciseau où la section elle doit être une section arrondie, elle n'est pas traumatisante. On l'introduit de manière fermée et on l'ouvre au fur et à mesure. Pour éviter un saignement excessif. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle la technique de dilacération, pour qu'on puisse séparer. Et s'il vous plaît, la question qui se pose, jusqu'à quelle distance on sépare la lèvre interne, plutôt le bord externe et le bord interne? لازم تكون عندي une limite. Donc anatomiquement, la limite pour séparer le bord externe du bord interne, c'est de 1,5 cm. Est-ce que vous faites 1,5 cm de profondeur? C'est-à-dire, je ne dois pas aller au-delà. Est-ce que vous m'avez compris? La dilacération profonde entre les deux lèvres, elle doit être entre la lèvre, plutôt entre des lèvres, entre le bord externe et le bord interne vulvaire, elle doit être de 1,5 cm de profondeur. C'est-à-dire, je suis en train d'aller en profondeur, je m'arrête à 1,5 cm. Parce que ça, c'est la distance anatomique qui sépare le bord externe du bord interne vulvaire. Nous une petite incision, c'est-à-dire comme un marqueur, une petite incision par le bistouri. Ensuite, je travaille qu'avec le ciseau à section arrondie. C'est pourquoi on travaille beaucoup plus par le ciseau arrondi, pour éviter un saignement excessif.
Parce que maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une zone qui est très très sensible, richement vascularisée et richement innervée. Tout en sachant que l'animal, il est sous une tranquillisation modérée, mais l'opération, elle est basée sur l'anesthésie locale. Donc, on passe à chaque fois au fur et à mesure. Ça, c'est pas l'anesthésie, c'est une anesthésie de la turgescence, elle est déjà faite, mais c'est une anesthésie parce que l'animal il commençait un petit peu à bouger. Donc, nous des petits au niveau du bord interne vulvaire. Voilà, c'est des petites doses. Ça, c'est en plus des 10 cc qui ont été injectés. Voilà, on va ouvrir. Voilà. Donc, on a terminé la lèvre droite. On passe à la lèvre gauche. On va faire la même chose. Vous comprenez très bien que on a besoin que l'animal soit en position debout. Là, on travaille avec une certaine aisance. La deuxième, c'est que ça, c'est une disposition ou bien ce qu'on appelle une position où on peut contrôler l'inclinaison vulvaire. Voilà, ça c'est la dilacération. On introduit l'aiguille, plutôt le ciseau à section arrondi en profondeur, on l'introduit fermé et on l'ouvre pour éviter qu'il y a beaucoup plus de saignement. Il y a la profondeur. Alors là, vous voyez, ça c'est le bord interne et ça c'est le bord externe. Voilà. Cette profondeur, elle ne doit pas dépasser 1,5 cm. Et au cas où on dépassait 1 centimètre, même 1 numéroter centimètre et demi, pas bon, parce que les deux bords, la profondeur anatomiquement, parce que quand vous faites la chirurgie, automatiquement, il faut savoir l'anatomie, la physiologie et de la zone là où vous activez. Si vous dépassez 1,5 cm, ça veut dire que vous dépassez la disposition, la profondeur anatomique entre le bord externe et le bord interne. C'est-à-dire le bord interne et le bord externe, ils sont accolés au niveau vulvaire, ils sont accolés à une distance de 1,5 cm, pas plus. Plus de 1,5 cm, on a dit la voie vestibulaire. Ça y est, c'est bon? On doit se limiter à la voie vulvaire. Voilà, donc ça, c'est 1,5, c'est suffisant. Et la chose qui a été faite au niveau de la lèvre gauche. Voilà. Là, on est en train de parler sur la distance, donc on peut pas aller au-delà de ça.
Pour avoir beaucoup plus de précision, on doit agripper les lèvres, plutôt les lèvres qui séparent les deux bords, internes et externes, pour qu'on puisse, donc on doit isoler les lèvres externes avec des pinces hémostatiques, on ne que les lèvres internes, parce que là, on va suturer. Voilà, ça c'est le bord interne. On doit suturer les deux bords internes ensemble. Mais pour qu'on puisse avoir des sutures aisées, on doit fixer les bords externes. Voilà. Donc, on va suturer les deux bords, les bords internes. Donc, la technique, les deux bords internes vont être suturés séparément. Les bords externes doivent être suturés avec le bord interne, mais séparément. Parce que si on les suture séparément, on n'a rien fait. L'inclinaison, elle va rester comme telle. Mais si en suturant les bords internes seuls et les bords externes avec les bords internes vulvaires, donc automatiquement, c'est par cette manière qu'on doit corriger l'inclinaison vulvaire. Monsieur, Voilà. concernant la peau Maintenant, on incisée, commence donc. Oui, est-ce qu'on doit concernant la peau incisée, تاع la vulve, oui. est-ce qu'on doit la couper ولا نخليوها هكاك ومن بعد نخيطوها ولا كيفاه؟ On ne coupe rien du tout. خيطوها. On n'a pas de chose au plus. On ne coupe rien du tout. On est en train de corriger l'inclinaison vulvaire. Donc, l'inclinaison vulvaire, quand vous suturez les bords internes seuls et vous suturez les bords externes de la vulve avec les bords internes, on va réduire cette inclinaison, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit oblique, elle commence à devenir verticale. Et s'il vous plaît, c'est-à-dire au fur et à mesure, au fur et à mesure, alors, quand tu fais la technique, donc vous pouvez ouvrir le débat pour des questions. S'il y a bien sûr des questions. Bien sûr. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. N'hésitez pas. Quel type de ceinture, professeur, vous utilisez? C'est du surjet. C'est du surjet avec point d'arrêt. Voilà, ah oui, on est en train de faire un surjet. Alors, s'il vous plaît, là, on est en train de faire les sutures du bord interne. Vous voyez, là, les pinces hémostatiques, qu'est-ce qu'ils sont en train d'isoler le bord externe. Est-ce que vous les voyez? Voilà, là, on est en train de suturer le bord interne vulvaire. Et quand vous faites les sutures des bords intervulvaires, il faut que ça soit parallèle. C'est-à-dire, mettez douche un point maintenant ou un point maintenant. Il faut que ça soit parallèle. علاش باش تكون عندنا ce qu'on appelle une bonne étanchéité, une bonne cicatrisation post-opératoire. Justement, professeur, Et s'il vous plaît, parlant ne de la vous en faites pas. Oui. Pardon? معليش, professeur, je vais poser ma question. Non, il n'y a pas de problème. La cicatrisation, qui sera la Monsieur, s'il vous plaît. cicatrisation. Est-ce Oui. qu'on ne risque pas la fermeture excessive ou bien ça a des problèmes في la saillie? Non, ça y est, donc je vais vous répondre par la suite. C'est une bonne question, Ali Khalliha, parce que je vais répondre par la suite. Inch'Allah. C'est une réponse, c'est une question. C'est-à-dire, je préfère نقولها comme quand on arrive, oui, parce que le problème de ça, voilà, c'est du surjet avec point d'arrêt. C'est simple. الشيخ ما فهمتش على ماه لو بنومو فاجان يحكم لي جيمون دو كورس. C'est normal, hein, parce que les juments de course, ils sont d'une activité beaucoup plus répétitive et permanente par rapport aux chevaux de trait. Les chevaux de trait, mais donc ils ne sollicitent pas leur musculature.
Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Oui, les bien chevaux de sûr. course, tellement ce sont des chevaux, voilà, tellement c'est des chevaux qui sont en activité permanente et intense, hein, gérée permanente et intense, donc ils prédisposent ce type de... Ou c'est une jument de course qui se classe toujours la première. Mais Oui. les pneumovagin, donc elle a reculé, donc troisième, quatrième, parce que elle présente une tare. شيخ أنا une autre question je vous prie. Le fait تاع أقفل وحل لا سيتور تما كي تعود باغ اكزومبل راح تولد نحلوا لا سيتور هذيك باش تولد لا جيبون وكي تعود باغ اكزومبل كي تفض Oui, من الفلاش oui. نزيدو نعاودو نخيطوا البلاصه هذيك حلوا أقفل حلوا أقفل يمكن ما يترخفوش هنا ما يعودش يتقطع اللحم تاعها يرشا سي Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est un choix du propriétaire. Non, mais ماشي تحل, parce que la réponse, je m'attendais à elle, علاش قلت لها votre collègue, elle a posé presque une question similaire. C'est-à-dire, avant ما نحلوا في لاصايي, plutôt avant ما نحلوا في la ميزبا, لازم نعاودوا نحلوا في لاصايي. بيان سور Enfin, لاصايي ما نقدروش نحلوا بزاف, parce que non, non, في لاصايي, il peut, le problème, parce que علاش في لاصايي, le problème peut se régler. Parce qu'on a laissé le 1/3. Le 1/3, il est suffisant pour qu'il y ait une pénétration, pour qu'il y ait de coït. Par ouais contre, on est obligé d'ouvrir à la misbah. oui C'est un choix, parce que la misbah, elle est limitée. Il ne faut pas que ça soit chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? oui le nombre تاع Pourquoi on est en train d'utiliser ce type d'intervention? Parce que le propriétaire, il a besoin toujours des performances sportives de la jument. Ça, c'est beaucoup plus, c'est pour l'activité sportive. Mais arrivé à un certain âge, la jument, elle est destinée rien que pour la reproduction. À ce moment-là, on n'est pas obligé de chaque fois ouvrir. Donc, on a une intervention. Vous voyez ce que je veux dire? oui merci beaucoup Voilà. Là, toujours, je vous souligne que ça, c'est une jument purement de course. Donc, c'est un outil de travail, si vous voulez. Et ce type d'intervention, c'est des interventions qui coûtent plus ou moins cher. Hein. Ce pas des interventions à l'âge parce que voilà, ça c'est du surjet. C'est du surjet simple. Voilà, ça on a terminé les sutures du bord interne vulvaire. Voilà, vous voyez, là, on a laissé, je vais vous expliquer, voilà. Voilà, là, on a laissé le 1/3 inférieur et on a suturé les 2/3 postérieurs. Pour la saillie, le problème, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une pénétration à ce niveau-là. Sauf que, la fin, et vous allez le remarquer, on va faire un point simple, mais en profondeur, en superficie. Pour qu'au cours, c'est-à-dire dans le cas où il va y avoir une pénétration, si vous faites le point en profondeur, il pourrait qu'il va y avoir une fibrose qui peut hériter le mâle, c'est-à-dire au moment de l'accouplement. Mais le 1/3 inférieur, il est suffisant pour qu'il peut y avoir une saillie. Sauf que l'ouverture, la réouverture, elle est obligatoire quand il va y avoir une misbah. Et on risque pas de la déchirure de la vulve La déchirure lors de du la vulve, coït. à quel niveau? Lors du Non, coït, non, non. non, 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 pas du tout. Alors, au cours de cette phase, on est en train de suturer les lèvres, les bords externes vulvaires avec le bord interne vulvaire. Parce que c'est cette technique, quand vous suturez les bords externes avec les bords internes, c'est de cette manière qu'on va contrôler l'inclinaison du vulvaire. C'est-à-dire, au lieu qu'elle soit oblique, elle va être verticale. Mais si vous suturez les bords externes seuls,
vulvaire, l'inclinaison, elle va persister. Remarquez bien. L'introduction à l'aiguille. Voilà, remarquez. Donc, voilà, je touche la lèvre, plutôt le bord externe avec le bord interne. Les deux à la fois. Genre, monsieur Tskroazi, le bord interne, c'est un côté, mais le bord externe, c'est un autre côté, c'est ça? Non, l'introduction, par exemple, introduction, bord externe, bord interne, bord interne, bord externe. Ah, d'accord, d'accord. L'introduction de l'aiguille. Oui, oui, oui. On l'introduit le bord interne. Voilà, donc tu vois, ça y est, c'est bon. Le bord externe. Ensuite, le bord interne, le côté droit. Ensuite, le bord interne et le bord externe, le côté opposé. D'accord, d'accord. Parce que si on ne va pas faire cet accolement, l'inclinaison ne va pas se corriger. Donc, c'est-à-dire si vous suturez que le bord externe seul, il va y avoir toujours cette inclinaison. Mais le fait qu'on resuture le bord externe avec le bord interne, l'inclinaison elle va se corriger et vous allez constater vers la fin de l'intervention. Il y a une chose. Vous pouvez me poser la question, est-ce que quand on fait la dilacération entre le bord externe et le bord interne et externe, est-ce qu'on peut suturer les deux à la fois? Non. Parce que quand on suture le bord interne, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui va corriger l'inclinaison. Le bord interne, quand on le corrige, il va s'enfoncer vers la profondeur. Est-ce que vous voyez? Parce que on avait les lèvres vulvaires inclinées, obliques. Quand on dilacère et on suture, les bords internes, ils vont s'enfoncer vers l'intérieur, c'est-à-dire ils vont s'enfoncer de manière verticale avec l'anus. Les bihahouma qui vont nous guider sur les bords externes. Quand on accorde le bord externe avec le bord interne qui est enfoncé, l'inclinaison, elle va se corriger. Mais l'oblique, tous les plus ou moins vertical. Voilà, شوف هنا. Voilà, on touche, voilà, شوف. On prend le bord interne. Comme on touche le bord interne, le problème ne va pas se Ça va corriger. pas régler. شغل ما درنا والو. Ah, exact. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce que après cette intervention, après le prochain pollinage, il faut répéter cette intervention ou bien non? C'est selon la demande du propriétaire. Si la jument, elle va être utilisée toujours pour la course, on doit refaire la même intervention. Ça y est, c'est bon. C'est selon le besoin le propriétaire. قصدي monsieur, est-ce que le pneumovagin, elle va corriger après cette intervention après le pollinage prochain ou bien toujours nous بدو مع le pneumovagin? Non, c'est automatique. C'est automatique. Quand on ouvre la plaie pour la mise bas, on est obligé de resuturer par la suite. Mais la décision du propriétaire, c'est quoi? C'est est-ce qu'il pour une reproduction ou pas? Parce que le pneumovagin, on est obligé de... Parce que c'est-à-dire si on laisse le pneumovagin, le problème qui se pose, c'est vers la chronicité. Parce que quand on dit pneumovagin, passage de l'air, l'air, il fait passer avec lui les particules contaminantes. C'est-à-dire ils peuvent atteindre la partie profonde de l'utérus jusqu'à l'endomètre, l'endométrite jusqu'à un piomètre. C'est un problème pour la jument. C'est un problème de santé. Donc, quand on ouvre pour la mise bas, on va refermer par la suite. Mais est-ce que le propriétaire il va utiliser cette jument pour la reproduction? S'il va utiliser pour la reproduction, le problème il se répète. Mais même si chaque année. Parce que le tissu fibreux,
à un certain moment, il ne peut jamais remplacer un tissu naturel. Merci, monsieur. Allah يحفظك. Par exemple, le cas هذا, le propriétaire, il n'a pas utilisé la jument pour le. C'est-à-dire, il l'a utilisé à des fins pécuniaires, matérielles, qu'à des fins de reproduction. Il a une jument à chaque fois, elle se classe la première. Donc, il a préféré le Bahdraham. Professeur, une question posée sur le type de fil. Oui, très bien. Le fil, il s'agit du véhicule, c'est-à-dire c'est un type résorbable, c'est le fil résorbable numéro 1. Fil résorbable synthétique, RCDERS, ou le véhicule numéro 1. D'accord, merci. Dans le pire des cas, vous pouvez utiliser le 0, dans le cas où il met le couche. Mais le 2, il est trop épais. Le double 0, 3 0, 4 0, il est trop fin. Donc, vous utilisez entre le 0 et le 1. Monsieur, Oui, concernant l'acte اللي راح نديروه avant le poulinage, c'est-à-dire la réouverture de la vulve, ça sera à Monsieur quelle date Abir, environ? oui. Ça sera à quelle date environ avant la mise bas, le délai avant le poulinage, ou est-ce que ça ne sera pas traumatique? Déjà, le fait de mettre passe, c'est un acte qui demande beaucoup d'efforts de la part de la jument. Et en plus de Oui, ça, oui, avec oui, oui, oui. l'ouverture qu'elle aura, ça sera encore plus aggravant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le plus traumatique, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Le plus traumatique, c'est quand vous suturez, c'est-à-dire vous faites l'ouverture et la resuture. Ça, c'est ce qui est traumatique. Mais quand vous ouvrez, donc, c'est deux fois rien, hein. Quand vous ouvrez, il s'agit, qu'est-ce que vous devez faire? Procéder à une anesthésie locale plutôt, au niveau des deux lèvres, et faites une incision, pas au niveau, c'est-à-dire faites une incision au niveau du tissu fibreux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce Oui. que quand vous avez deux plaies qui cicatrisent, le milieu entre les deux plaies, quand elle est cicatrisée, avec le tissu de remplacement, c'est un tissu qui est doté de fibres de collagène. Oui. Son irrigation, est-ce qu'elle est abondante ou moins abondante par rapport à la normale? Elle est très peu irriguée, très peu irriguée. Exactement. Très peu. Donc, vous faites l'ouverture exactement au niveau du tissu fibreux, c'est-à-dire tissu de remplacement. D'accord, d'accord. Barakallah fik. Le, généralement, c'est-à-dire les gens, surtout les gens qui fassent le type d'intervention pour les animaux tahom, c'est des gens qui utilisent c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ces animaux beaucoup plus à des fins sportives que des fins de reproduction. Ils préfèrent par exemple une seule saillie pour garder l'espèce, ce qu'on appelle les performances, plutôt les valeurs génétiques. Ensuite, il va utiliser la jument toujours pour des fins des performances beaucoup plus sportives que reproducteurs. Professeur, il y a une personne qui cherche à savoir est-ce que le traitement de pneumovagin est typiquement chirurgical? Il n'y a pas d'autre traitement Oui, hors le malheureusement, il traitement est chirurgical. chirurgical. Oui, non, non, il est purement chirurgical. Vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a aucun traitement qui peut remplacer ce qu'on est en train de faire. D'accord.
Et une autre partie de la question, elle est un petit peu hors le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on n'utilise pas les antibiotiques et les anti-inflammatoires lors d'une endométrite ou biométrite? Lors d'une endométrite, donc on Biométrite, n'utilise pas des antibiotiques et des anti-inflammatoires. oui. Oui, bon, je vais vous répondre à la question. Ensuite, je vais vous expliquer. Bon, إحنا واش قلنا؟ les antibiotiques et les anti-inflammatoires, quand il s'agit d'une endométrite qui est due à un pneumovagin. Et quand l'origine de l'endométrite et du pyomètre, surtout de l'endométrite, elle est due à un pneumovagin. Parce que quand vous avez pneumovagin, il véhicule avec lui de l'air plutôt, il fait pénétrer de l'air qui peut véhiculer des particules contaminantes. Et c'est eux qui sont à l'origine de l'endométrite. Donc, si vous faites une antibiothérapie des anti-inflammatoires, donc on peut corriger le problème d'endométrite. Mais est-ce qu'on corrige, donc on a corrigé l'endométrite symptomatiquement, mais est-ce qu'on l'a corrigé sur le plan physiopathologique? Est-ce qu'on a corrigé l'origine du problème? Vous voyez ce que je veux dire? Professeur, j'ai pas bien entendu. Le problème, c'est le passage d'air. D'accord. Quand vous avez une endométrite qui est due à un pneumovagin, c'est bon. Oui. Vous donnez des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Alors, les antibiotiques et les anti-inflammatoires pour une endométrite qui est due à un pneumovagin, est-ce qu'on corrige symptomatiquement? Est-ce qu'on corrige? On est en train de traiter les symptômes ou l'origine des symptômes? Les symptômes. Les symptômes. L'origine du symptôme. L'origine. Non, quand vous faites des antibiotiques, et des anti-inflammatoires, est-ce que vous êtes en train de traiter? Symptomatique. Vous êtes en train de traiter les symptômes. Symptomatique. Vous êtes en train de traiter les symptômes. Oui ou non? Oui. Donc, vous traitez les symptômes d'une endométrite. Oui. Mais est-ce que vous traitez l'origine de l'endométrite? Quelle est l'origine de l'endométrite? La position. C'est le pneumovagin. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, on traite l'origine en pneumovagin en faisant ce type d'intervention. Ensuite, on soumet l'animal sous des antibiotiques et des anti-inflammatoires. De cette manière, on est en train d'éliminer l'origine des problèmes et traiter les symptômes du problème, qui est l'endométrite. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, monsieur, pour récapituler, on doit en même temps traiter le pyomètre, par exemple, qui s'est installé, et en même temps, on doit corriger l'origine du problème. L'origine du problème, c'est ça. Donc, on doit traiter le pneumovagin. Ensuite, soumettre l'animal sous antibiotiques et des anti-inflammatoires. Très bien. Donc, là, je pense que la séquence vidéo, ils ont résumé la totalité de... Voilà, on a les séquences vidéo. Donc, qu'est-ce que... C'est-à-dire, je vais en quelque sorte redire ce que je vous ai expliqué. Hein. Donc, suture des bords profonds de la plaie. Le fil de suture ne doit pas être trop épais. Par exemple, je vous dis le 2, le 0 ou bien le 1. Parce qu'il peut entraîner une retention des particules fécales au niveau de la plaie. Il faut placer les sutures de façon à ce que les couches les plus profondes soient bien opposées les unes contre les autres, ce qui limite la formation de fistules. Si les points sont faits trop profondément, il y a un risque d'échec de fermeture. C'est pour cette raison qu'il faut respecter 1,5 cm. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Suture des bords externes de la plaie. Quoi qu'il en soit, le type de suture n'est pas important dans la mesure où la ligne de suture n'est pas soumise à de fortes tensions et que la fermeture des lèvres vulvaires est bien assurée. Ça veut dire là, mais l'ouverture, à chaque fois quand vous faites les points de suture, il faut quand vous serrez, il ne faut pas que ça soit trop serré, il ne faut pas que ça soit sous des tensions. Je vais dire l'animal, c'est un animal sportif. Il est d'une activité importante quotidienne, donc le cas des sutures sous tension, il va y avoir risque de réouverture. هنا voilà هذا le cas تاعنا اللي شفناه وهذا le cas
classique théorique. Mise en place d'un point de saillie. Le point de saillie, c'est-à-dire quand vous terminez, dire un point superficiel entre les bords externes, le bord interne. Parce que quand vous avez le coït, c'est-à-dire la pénétration entre mâle et femelle, c'est-à-dire le point avant, il peut y avoir c'est-à-dire avant la résorption, il peut irriter le sexe du mâle. Alors, voilà, les 2 tiers ils sont suturés, le 1 tiers, c'est un tiers suffisant pour qu'il y ait un accouplement. Le propriétaire vous questionne sur les risques encourus, à quel moyen terme, plutôt et moyen terme, à court et moyen terme, par sa jument. C'est-à-dire que les complications, les abcès et infection de la plaie, constipation, ténèsme. Ténèsme, c'est-à-dire envie de déféquer, d'uriner. Les abcès et infections de la plaie peuvent être une des complications pas chirurgicales, mais la chirurgie n'est pas douloureuse au point de provoquer la constipation du ténèsme. Moi, je fais les plans profonds. Constipation, ténèsme, reflux d'urine dans le vagin. Cette chirurgie n'est pas douloureuse au point de provoquer constipation et ténèsme, mais peut provoquer un reflux d'urine dans le vagin. C'est-à-dire si elle n'est pas bien faite, il peut y avoir d'un pneumovagin un urovagin. C'est l'accumulation d'urine dans le vagin. Reflux d'urine dans le vagin et abcès et infection. Oui, les lèvres vulvaires doivent être suturées de telle sorte que la nouvelle commissure dorsale de la vulve soit à plus d'1 centimètre ventralement du pelvis. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est des consignes à respecter. Par exemple, il faut donc toujours déparasiter l'animal pour empêcher qu'il va y avoir le grattage anal. Les infections de la plaie suite à des prurites ou à des mouches plates, une dermatite estivale sont responsables du déhiscence de la plaie. Donc il faut toujours protéger la plaie. Je voulais la plaie, elle est une zone qui est souillée. Au cas de défécation, au niveau de la plaie. Une plaie souillée, c'est une plaie qui est chargée de germes, et une plaie qui est chargée de germes, c'est une plaie qui est toujours en phase de détertion, c'est-à-dire de nettoyage. Une phase qui est toujours en phase de détertion, c'est une plaie qui ne peut jamais accéder à la cicatrisation. Parce que dans la cicatrisation, vous avez une phase de détertion et vous avez une phase de réparation. La phase de détertion, c'est la phase de nettoyage physiologique. Une plaie, une synthèse des cellules réparatrices, en l'occurrence les fibroblastes et ainsi de suite, il faut que la plaie soit saine. Mais لازم يكون فيها les bactéries, لازم يكون فيها les microbes. Donc, au fur et à mesure, la plaie, elle est bien désinfectée 2 fois par jour. Qui m'a dit 2 fois par jour, c'est le minimum. Donc, ça veut dire que les germes ne sont pas en place, et ce qui va accélérer l'installation de la phase de réparation. Mais tant que la phase de détertion, elle est toujours opérationnelle, la phase de réparation, une plaie ne se cicatrise jamais. Il contient toujours des bactéries. C'est pour cette raison que on essaie la désinfection, raccourcir la phase de détertion et accélérer la phase de réparation. Une plaie où la phase de réparation n'est pas déclenchée, c'est une plaie qui est toujours prédisposée, c'est une porte d'entrée pour les germes. Les soins post-opératoires, nettoyage de la plaie à la antiseptique, cicatrisation au bout de 5 jours, antibiothérapie de 5 jours. Voilà, c'est juste quelques moments, 1 heure après l'intervention. Complications possibles, faible saignement et hémorragie mineure qui peuvent persister dans les 12 heures post-chirurgicales sans aucune conséquence, douleur lors de la défécation et constipation, rendre les fesses plus molles après la chirurgie. C'est pour cette raison, parce que quand il y a une défécation, il y a une contraction au niveau du rectum, ce qui va entraîner une traction au niveau vulvaire. Elle est bien donc la première semaine, mais nous avons une alimentation grossière, où les crottins sont solides. Il faut que les crottins soient plus ou moins solides. C'est-à-dire que je me dis l'effort au cours de la constipation, il y a des douleurs néfastes pour la phase de cicatrisation. Et je pense qu'on arrive à notre fin. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, professeur Riafi, pour cette présentation. C'était très bien organisé, très bien présenté, très explicite. J'espère que tout le monde en bénéficie. Donc, vous pouvez, J'espère. En tout cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on va ouvrir un débat. Vous pouvez intervenir par votre interrogation. Une question de Iman Akhrouf. Quel antibiotique vous avez utilisé, s'il vous plaît? Ah, quel antibiotique? Oui. Alors, pour les antibiotiques, c'est simple. Là, on a une plaie. Une plaie, ça veut dire qu'au cours d'une plaie, on a du sang. Et les germes qu'on craint, c'est les germes qui activent au niveau sanguin. Donc, on doit utiliser soit des antibiotiques sanguins, soit des antibiotiques cellulaires. Donc, le plus tangible, c'est quoi? C'est les antibiotiques sanguins. Donc, les antibiotiques sanguins, c'est tout ce qui est pénicilline et dérivés. On a utilisé de l'amoxicilline. D'accord, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez intervenir. Hein? Docteur Mansour? Oui. Bon, merci. Barakallahu fik, Ustad, على la présentation. Monsieur, il y a une intervention de nos collègues. Enfin, je pense pas que ça a été vraiment. C'est une intervention qui est vraiment courante en Algérie. Les collègues sont des Français, à vrai dire. Pour les pneumovagins acquis, ils disent que cela peut être dû Oui, à congénital. un pincement nerveux qui cale en stase les muscles pubocoxygiens. Oui. Donc, je veux savoir votre avis concernant ce point. Et aussi, ils disent qu'il y a aussi les chevaux, les chevaux de saut. Ils sont très exposés à ce genre de problème. Oui, c'est tous les chevaux qui sont des performances sportives, hein. Ils sont prédisposés à ça. Oui. Oui. Et concernant les muscles pubocoxygiens, donc ils disent que c'est un pincement nerveux qui cale en stase les muscles pubocoxygiens. Ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas rencontré ce type de cas. Mais sinon, c'est-à-dire au-delà du pneumovagin où les conditions nécessaires pour la réparation, ils peuvent être disponibles, enfin, ils peuvent être euh, à la disposition de tout vétérinaire praticien. Ce qu'on a fait, ce n'est pas quelque chose de magique, hein. Ce qu'on a fait, c'est tout vétérinaire installé, il peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Sauf que il faut savoir ce qu'on appelle, par exemple, donc tu fais une fois, une deuxième fois, vous pouvez la visualiser, une troisième fois, vous pouvez la faire sans problème. Malheureusement, c'est que par exemple, au sein de notre institution, on commence à s'acquérir un petit peu du matériel équin, parce que la zone de Tiaret, c'est une zone où les équidés, on a la grande jumenterie, il y a des jumenteries Mashallah, annexes. oui. Donc, euh, les éleveurs de chevaux, ils sont en abondance. Donc, on a recours à des pathologies équines beaucoup plus fréquemment. Donc, on commence à s'équiper au fur et à mesure avec une clinique, avec plutôt un bloc opératoire. Parce que généralement, chez le cheval, quand je fais chaque intervention chez le cheval, je fais hyper attention, c'est-à-dire je double l'intention par rapport aux ruminants ou bien par rapport aux carnivores. Parce que c'est des zones qui sont sensibles, où quelques interventions, ou bien la plupart des interventions, on a besoin du temps. Le temps ne peut se réaliser qu'avec une anesthésie volatile, avec une intubation de l'animal. Et pour cela, il faut un bloc opératoire. Mais sinon, pour l'anesthésie fixe, donc on traite ce genre de pathologie tout en étant prudent. Parce que c'est un animal qui est hypersensible. Mais ceci se dit que pour la pathologie dont vous venez me citer, donc je ne pense pas qu'elle peut se faire aussi facilement qu'un pneumovagin. Donc, parce que
on doit accéder vers les plans profonds. Exactement. والانيمال ما يستناناش l'animal كيما هاد l'intervention هذه elle n'a duré qu'une demi-heure hein, parce que plus d'une demi-heure من بعد c'est un problème. C'est-à-dire quand on travaille avec de l'anesthésie fixe, le temps est compté chez l'espèce équine. D'accord, monsieur. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est tout à fait reçu. Mais Hadik, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire facilement, sauf que لازم une certaine, c'est-à-dire l'habitude, c'est tout. Monsieur, il y a une autre question. Vous avez dit au début de votre présentation que les pneumovagins font suite à une fistule rétrovaginale ou une lacération périnéale. Si vous pouvez nous expliquer ce Oui, quand vous avez un mauvais poulinage. Quand il y a un mauvais poulinage. D'accord. Ah, d'accord. Donc, s'il y a un mauvais poulinage, il pourra en résulter ce C'est lui problème. c'est lui la cause de la rupture. La cause de la rupture, c'est une mauvaise manœuvre au cours du poulinage. Donc, c'est un problème mécanique, ce n'est pas un problème congénital. D'accord. Barakallahu fik, monsieur. Je passe la parole à notre collègue Sofiane. Merci. Une autre question, professeur, ici. En cas de métrite hors pneumovagin, quels sont les meilleurs traitements? Mais le traitement, c'est un traitement classique de la métrite. Oui. Généralement, quand on parle de métrite, endométrite, je suis en train de parler les métrites et les endométrites qui sont l'origine de ces pathologies, c'est le pneumovagin. C'est-à-dire la pénétration de l'air qui véhicule avec lui les particules contaminantes, et c'est ces particules contaminantes qui sont la cause des endométrites. Dans les cas, on doit faire l'intervention avant de traiter. Parce qu'on traite la cause, ensuite on traite les symptômes. Mais quand vous avez une endométrite et des métrites classiques, il faut faire le traitement classique. Parce que ça n'a aucun lien avec plutôt un pneumovagin. D'accord. Il y a une autre question qui dit que vous avez dit au début que les pneumovagins sont fréquents chez les jeunes aux entraînements. Est-ce que c'est dû à la... Non. Ils sont fréquents chez les juments âgés, ils sont rares chez les juments plus ou moins jeunes, sauf les juments sportifs de pur sang. D'accord. Donc, le problème ne se passe pas beaucoup chez les jeunes. Non. C'est ce genre de juments, c'est les juments sportifs de pur sang, parce que ça, c'est une espèce de pur sang. Oui. Il y a beaucoup plus chez les pluripares. Les pluripares âgés, plus de 10 ans. Oui, bien sûr. Aussi, professeur, chez les juments en mauvais état physique. Mauvais état physique, généralement, elle s'observe beaucoup plus dans les moments de chaleur, mais pas tout le temps. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Vous pouvez intervenir. Professeur, si on fait cette opération pour une jument, comment on fait lors... Pardon, je vais faire le couplage de cette jument soit naturel ou bien. Si on fait cette opération pour une jument, comment on fait lors du couplage? Cette jument soit naturelle ou bien artificielle? Non, elle peut se recoupler. Parce que
Finalement, on a divisé la distance vulvaire en trois. On a suturé les 2 tiers et on a laissé le 1 tiers. Le 1 tiers, c'est largement suffisant pour qu'il y ait un accouplement Un naturel. accouplement, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez intervenir à tout moment, sinon on ferme le débat. Oui, je ne sais pas, ce pseudo Iniesta le veto. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. D'accord. Donc, on est J'espère que vous avez... Oui. Oui, oui, allez-y. Sarah Ben Abdia, Ben Abid. Est-ce que vous voulez intervenir, Sarah? Non. Donc, on est arrivé à la fin de cette session. Je tiens de vous remercier, professeur Riaté, pour votre collaboration et pour votre patience, et surtout pour votre modestie. Merci beaucoup. Enfin, c'est à moi de vous remercier pour la première intervention. J'espère que c'était profitable pour nos chers étudiants et nos confrères vétérinaires. Et vous avez mes coordonnées, donc je suis toujours prêt à partager le peu de choses que je sais avec nos chers confrères. Voilà. Inch'Allah, merci beaucoup, professeur Riaté. Et pour notre cher participant, ce n'est pas la fin. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure et demie, 1 heure, à 5h30 avec une conférence, mais une session de décontraction, une initiation à l'entrepreneuriat avec Yaqub Ben Arab à 5h30. Don't miss it out and stay tuned. Allez, au revoir. Barakallah fik, monsieur. J'espère qu'on se reverra très bien à Tiers, Inch'Allah. Ok, d'accord, merci. ربي يهنيك أستاذ.